C'est une curieuse et très étrange affaire d'apparition que nous allons évoquer ici aujourd'hui. Un phénomène surnaturel ou surhumain, c'est selon, qui a marqué durant l'année 1973, mais déjà avant cette date et encore bien après, toute une région américaine des États américains de l'Illinois et de l'Ohio. Car dans plusieurs villes et comtés de l'État d'Illinois, puis dans l'Ohio, les habitants, gens respectables et au-dessus de tout soupçon, déclarent avoir vu et croisé un monstre, une créature non humaine, gigantesque, monstrueuse. Le phénomène durera 6 mois au moins, sans faillir et sans s'arrêter vraiment. Est-ce du folklore local ? Sont-ce quelques habitants en mal d'animation dans ces plaines d'élevage et de culture intensive et qui s'ennuient? Est-ce du règne du paranormal ou de l'inexpliqué? Personne, à vrai dire, n'a su justement expliquer rationnellement et logiquement le phénomène. Alors aujourd'hui, au vu des éléments partiels dont nous disposons, au vu de divers articles et reportages publiés sur le sujet, déjà anciens, puisque datés de ces années-là, convenons-en. Essayons donc de mieux comprendre ce phénomène, ses conséquences sur la région et sa population. Nous sommes donc dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. Là, c'est le cœur de l'Amérique traditionnelle, grosso modo, au centre-est du pays, avec les grandes villes de Springfield et surtout la capitale industrielle, l'immense mégalopole que constitue Chicago. Sinon, partout autour, de grandes et immenses plaines à perte de vue. Dans les communautés paisibles de Murphy-Boswell, Mont-Vernon et Edwardsville, plusieurs habitants qui ne se connaissent pas et n'ont aucun centre d'intérêt commun ont déjà signalé à plusieurs reprises avoir aperçu quelque chose qui pourrait bien ressembler à un monstre. En tout cas cela, la bête ou la créature, c'est selon la façon dont, comme ils l'appellent, n'a pas la forme habituelle d'un être humain ou d'un animal connu. Non, c'est bien plus gros et bien plus terrifiant. Une fois qu'on est loin, qu'on s'est mis en sécurité, les surnoms vont bon train. Le gros monstre boueux, le monstre de Murfreesboro, le monstre de la station de pompage, etc. Avec un peu de recul, il sera finalement renommé et reconnu sous le nom de monstre d'Enfield, la même où il avait été repéré sur une route en avril de l'année 1973, une année quelconque finalement dans l'histoire de ce grand pays. Enfield, dans l'État de l'Illinois, est une toute petite ville, sans histoire, avec à peine 750 habitants à demeure. Ici, il ne se passe jamais rien qui fasse la une des grands journaux du pays, et même de la région. C'est dans la nuit du mercredi 25 avril 1973 que Henry McDaniel, revenant seul d'une réunion tardive avec sa voiture, qu'il entendit soudain, une fois parvenu chez lui, un bruit continu de grattement à sa porte d'entrée. L'aurait-on suivi ? Quelqu'un avait-il besoin d'aide? Y avait-il une urgence quelconque? Henry McDaniel s'est rendu à la porte et a vu ce qu'il a d'abord pensé être un ours. Même s'ils sont devenus rares maintenant dans la région, le passé a montré qu'il y en avait eu par endroits, descendus tout droit des forêts épaisses et de la montagne.
Pour lui, la bête essayait d'entrer dans la maison où il avait vu de la vie. C'est du moins sa première réaction. Se précipitant dans sa chambre pour attraper une arme et une grosse torche d'éclairage, il voit ensuite la bête qui se promène dans sa cour. Mais il reste incrédule. Car ce qu'il avait pris pour un ours, fût-il grand et fort, n'en est pas un au final. Non, car ce qu'il voit et a le temps de contempler, de détailler même, car la bête ne se sauve pas et n'est pas plus effrayée que cela. C'est une sorte d'animal informe, à 3 pattes, d'une apparence générale grisâtre, un corps très court, 2 petits moignons de bras plutôt courts eux aussi, 2 très gros yeux globuleux d'une couleur tirant sur le rose. Il estime la taille à environ 1,30 m, tout plus 1,50 m, mais guère plus. Henry McDaniel tire 4 coups de feu en direction de l'animal. Il ne sait pas en fait s'il a touché la bête. La nuit est noire et épaisse. Il n'y voit pas plus loin que le rayon de sa torche. Mais l'animal s'enfuit, sifflant fort comme un énorme chat. C'est bien le bruit rauque qui l'a retenu, fait 3 bonds et finit par s'évanouir dans les buissons et les fourrés autour de la maison. La même où passe la ligne de chemin de fer. Aussitôt, restant lucide, il appelle les autorités de police et c'est un agent de la police fédérale, James Mather, qui se rend sur place pour faire les constatations d'usage. Le policier rend la déposition de l'homme qu'il dit sobre et réservé et dont il qualifie les propos de cohérents. Les recherches autour de la maison, arme à la main à titre de prudence, ne donneront rien. La bête s'est évanouie, ne laissant guère de traces, sauf une empreinte fraîche laissée sur le sol meuble, pouvant ressembler à une patte de chien à 6 doigts. Les quelques recherches entreprises alors auprès des vétérinaires, scientifiques, chercheurs et universitaires du pays ne relèvent la présence connue d'aucune espèce de vertébré connue et identifiée comme telle. Là, le mystère s'épaissit fortement et, sans tarder, ouvre la porte à tout un tas de spéculations, tout aussi irrationnelles les unes que les autres, mais qui ont couru la campagne cette année-là. On parle vite, sans se renseigner vraiment, de mutations génétiques d'animaux tenus captifs en laboratoire non déclaré, d'animaux peut-être rapportés de voyages à l'étranger, atteints d'une maladie et qui auraient muté brusquement. La seule chose dont on semble certain, à ce stade des premières investigations, c'est que l'animal n'est ni un chien ni un kangourou. Car Henry McDaniel a déjà eu les 2 comme animaux de compagnie, notamment un kangourou alors qu'il servait comme militaire en Australie. Il sait à coup sûr les reconnaître. Mais précisons aussi que, hormis le récit qu'Henry McDaniel a fait aux autorités, certaines choses semblent néanmoins clocher. Ici, tout le monde connaissait bien Henry McDaniel et sa crédibilité était quelquefois douteuse. Non pas qu'il était mégalomane ou inventeur de contes, non, mais il aime à se donner un rôle dans une vie trop monotone et rectiligne pour lui. Alors certains restèrent sceptiques devant ce témoignage. Et curieusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle aurait certes pu finir en beauté sur un demi-mensonge exagéré de Henry McDaniel, mais non. L'histoire va connaître de multiples rebondissements. Très peu de temps après cette première rencontre avec la bête, le dimanche 6 mai 1973, dans la nuit, Henry McDaniel appelle une station de radio FM locale et indique au journaliste qui l'écoute avec attention qu'il a revu la bête une seconde fois. Cela s'est passé alors dans l'obscurité du petit matin. Il franchissait un pont ferroviaire à chevalet à proximité de chez lui. Là, la bête se découpait distinctement sur le ciel derrière lui. Il la reconnut aussitôt, formellement avec certitude. C'était sa bête. Dans la même nuit, prenant l'appel très au sérieux,
le directeur de la station de radio, peut-être osons le dire en manque d'auditeurs dans une période de concurrence acharnée entre les diverses stations de radio, se rend, toute affaire cessante, à Enfield, accompagné d'un ami, un certain Ed Phillips, grand chasseur devant l'Éternel. Les deux hommes sont porteurs d'un arsenal impressionnant d'armes à feu pour le gros gibier et même d'un fusil tranquillisant au cas où ils rencontreraient la bête. L'histoire, car cela reste une histoire, avec ses limites de crédibilité et de confiance, retiendra que les hommes passeront 2 jours entiers en ville et affirmeront par la suite avoir vu la créature dans un bâtiment abandonné près de la maison de Henry McDaniel. Ils auraient même réussi à enregistrer le cri de la créature. Mais à la fin des 2 jours, le mardi 8 mai 1973 donc, la situation va subitement dégénérer. Et pour de bonnes raisons. Ayant été appelés pour des coups de feu tirés impunément en ville, les adjoints du shérif du comté de White, territorialement compétents pour la petite ville d'Enfield, vont à l'arrestation de 5 hommes, tous extérieurs à la ville et tous très jeunes puisqu'aucun d'entre eux n'a encore atteint 20 ans. Au départ, eux aussi étaient arrivés à Enfield pour chasser le monstre dont ils ont entendu parler. 2 de ces hommes ont déclaré avoir vu une créature grise et velue se faufiler dans les broussailles et se déplacer plus vite qu'un homme. Ils ont alors tiré sur la bête et affirment l'avoir touchée. On ne retrouvera ni bête ni trace de sang aux divers endroits indiqués. Et cette histoire rocambolesque commence à faire désordre dans cette petite ville paisible. La version d'Henry McDaniel était-elle crédible lors de son appel à la station radio FM locale? Le directeur de cette dernière n'a-t-il pas exagéré les faits, voulu faire un coup comme on dit dans le métier des journalistes? Quant aux 5 tireurs, l'incrimination originale de chasse aux monstres n'existant nullement en droit américain, ils seront poursuivis ultérieurement pour tapage, désordre et ivresse. Ils ont sans doute voulu trop s'amuser. Là aussi, on serait tenté de croire que l'histoire va s'arrêter là. Bon, le premier, Henry McDaniel, a peut-être exagéré. Ensuite, en second, les 5 hommes se sont sans doute amusés un peu plus que de raison. Mais non, l'histoire du monstre d'Enfield va se poursuivre. Le mercredi 16 mai 1973, un homme du nom d'Alan Workshire, originaire de la petite ville d'Elyria, dans l'État de l'Ohio, adresse une lettre à la rédaction du journal d'Enfield. Mais il y a un problème. Il n'y a aucun journal à Enfield. Après quelques hésitations entre la poste et les autorités administratives, la lettre finira par arriver sur le bureau du shérif du comté, celui-là même qui avait déjà eu l'affaire à Henry McDaniel en avril et aux 5 tireurs du début du mois de mai. L'homme, signataire de la missive, qui ne se cache donc nullement, pensait que celui que tout le monde appelait désormais le monstre d'Enfield était en réalité son kangourou, Massé, qui s'était échappé de chez lui ou lui avait été volé. En tout cas, il ne l'a pas revu depuis quelques semaines déjà et s'inquiétait. Il offre même une récompense de 500 $ à qui lui ramènera son animal de compagnie, vivant et en bonne santé. L'anecdote en restera là, car on ne saura jamais vraiment si c'était du sérieux et si le kangourou a finalement pu être récupéré et ramené à son propriétaire légitime. La confusion était certes possible entre l'animal échappé et la bête, mais rien ne le prouve. Et rien non plus n'affirme cette théorie, et pour cause. 6 semaines plus tard, l'histoire de la bête d'Enfield va ressurgir un peu plus loin, cette fois-ci, à 110 km au sud d'Enfield, plus précisément à Murfreesboro.
Nous sommes le lundi 25 juin 1973 et c'est là que deux jeunes gens, Randy Neham, âgé de 19 ans, et Judy Johnson, sa petite amie du même âge, vont vivre une rencontre terrifiante près de la rampe de mise à l'eau en rivière à Lindell Street. Comme il l'a rapporté, encore choqué, au policier de Murfreesboro, Randy aurait vu une créature inconnue au nord de la rivière Big Mundy. Alors qu'ils se sont garés sur le côté sud de l'aire de stationnement, à côté des bois, ils auraient entendu un fort cri dans la zone boisée et a observé une grande créature d'environ 2 mètres de haut. La créature aperçue semblait avoir des cheveux, ou quelque chose de ressemblant en tout cas, de couleur claire, emmêlée de boue. Elle donnait l'impression de marcher sur 2 pattes et semblait aller dans leur direction, vers la voiture. Elle a continué à crier, changeant de ton régulièrement en avançant vers la voiture. Pris de panique, les deux jeunes gens quittent donc les lieux très rapidement et contactent les services de police. Interrogée plus en détail, Judy Johnson a bien admis avoir entendu, elle aussi, le cri du monstre, mais elle reconnaît ne pas l'avoir vu, car elle se trouvait recroquevillée dans la voiture et il faisait très sombre dehors. Cependant, Judy et Randy ont tous deux convenu qu'aucun être humain ne serait capable de pousser un hurlement aussi fort et rauque que celui qu'ils avaient entendu. Et ils ne pensent pas plus à un animal. Les policiers qui se sont rendus sur les lieux ont trouvé des traces de 12 pouces, soit 30 cm dans la boue, provenant peut-être de pieds qui s'étaient enfoncés dans la terre et la boue d'au moins 3 à 4 pouces, soit entre 7,5 et 10 cm de distance, et le tout à 3 pieds, soit là aussi 30 cm à chaque enjambée. On n'est effectivement pas dans les dimensions d'empreinte humaine normales. Alors que sur place, les deux jeunes tourtereaux et plusieurs officiers de police cherchent d'autres traces, un cri perçant et rauque retentit dans l'air calme de la nuit. Un cri a glacé le sang. Le cri poussé provient de la zone boisée au sud-est, tout près de la rivière, à environ une centaine de mètres. Mais l'évaluation de la distance à ce stade reste aléatoire. L'ensemble du groupe ne reste pas là et s'en va aussitôt. Si personne encore n'a vu le monstre d'Enfield, du moins pendant un temps raisonnable pour bien le décrire, tout le monde s'accorde néanmoins sur le fait que le phénomène n'est pas normal et qu'il concerne toute la région. Hallucination collective, autosuggestion, simple cri de bête sauvage déformé par le vent et la distance? Personne ne peut apporter à ce stade-là de vraies réponses. Et comme toujours, dans pareille situation, l'inquiétude grandit. C'est dès la nuit suivante, celle du mardi 26 juin 1973, qu'un nouvel élément très curieux va avoir lieu. Le petit Christian Baril, âgé de 4 ans à peine, chassait les lucioles dans la cour arrière de la maison familiale, lorsqu'il est entré en courant prévenir son père et sa mère. L'enfant est affolé et tremblant. Il leur dit tout ce qu'il a vu, tout près, un gros monstre. Mais les parents du petit Christian n'ont pas prêté attention plus que cela à l'incident raconté. 10 minutes plus tard seulement, au 37 Wandswood Lane, dans la propriété voisine, là où réside la famille Ray, Cheryl Ray, l'adolescente de la famille, et son petit ami Randy Crouch, discutent tranquillement sur la terrasse extérieure quand ils sont interloqués par un étrange phénomène. Ils ont pu observer quelque chose qui bougeait autour d'un bosquet de petits arbres, dans le champ s'étendant derrière la maison. Selon eux, il s'agit d'une grande créature qui sortait du bosquet, tout près du bord de la cour, puis se retournait et revenait vers le champ.
La créature observée pendant quelques courts instants a été décrite comme mesurant au moins 2 mètres de haut, peut-être plus, pesant sans doute entre 140 et 160 kilos lorsqu'elle se déplace en bond ample, étant d'une couleur blanche plutôt pâle, sans doute assez sale et se tenant debout sur 2 courtes pattes. Les jeunes gens retiendront aussi le dégagement d'une forte odeur musquée, pas très agréable. Une fois les services de police informés, un chien pisteur privé, un berger allemand de belle corpulence, dénommé Red, a été amené sur les lieux pour traquer la créature. Si globalement le chien a suivi l'odeur dégagée par le monstre, il hésitait toujours à renifler les environs, chaque fois qu'il détectait une boue noire que la créature avait laissée derrière elle. Était-ce des déjections animales ordinaires ? Ou bien, comme certains l'ont avancé, un leurre chimique laissé pour troubler les diverses pistes. L'histoire jamais ne l'a dit. Mais arrivé à une grange abandonnée, le chien a soudain marqué l'arrêt et a refusé d'entrer, ce qui était très inhabituel. Le chien était entraîné à fouiller les bâtiments, souvent à la demande des autorités de police, et n'avait jamais refusé d'y entrer auparavant. Tentant le tout pour le tout, le maître de chien l'aurait alors poussé à l'intérieur. Peine perdue, le chien serait aussitôt ressorti, visiblement désorienté. La fouille en restera là. Finalement, les agents de police fouilleront eux-mêmes les lieux, mais ne trouveront rien d'anormal. L'événement sera simplement consigné comme étrange. Une semaine passe alors, et le lundi 2 juillet 1973, cette fois-ci à Mount-Vernon, à nouveau dans l'État de l'Illinois, tout un groupe de personnes signalera avoir vu un monstre. Cela s'est passé très exactement au nord-est de Murfreesboro et au nord-ouest d'Enfield, dans les zones boisées situées tout autour de Casey Fork Creek. Là, ce jour-là, ce ne sont pas moins de 6 adolescents, ainsi qu'un homme âgé de 24 ans, qui eux non plus ne se connaissent pas jusque-là et n'entretiennent aucun lien ni social ni professionnel, décriront tous, de façon plus ou moins cohérente et similaire, une bête sauvage, une créature monstrueuse, qui sera très vite appelée le monstre de la station de pompage. 2 des adolescents cités se trouvaient sur Tolley Road lorsqu'ils ont vu la créature sortir brusquement des broussailles et s'avancer sur la route. Elle mesurait environ 1,90 m, voire peut-être même 2 mètres, avait des yeux perçants et un nez plat. Au-dessus de la poitrine, la créature semblait être chauve, mais le bas de son corps était, quant à lui, recouvert de poils abondants. Les garçons et leurs chiens sont terrifiés et prennent leurs jambes à leur cou. Durant tout l'été de cette année 1973, décidément très atypique par ici, les observations de créatures et de monstres ont continué à se poursuivre dans l'État de l'Illinois, sans savoir s'il s'agissait du même phénomène ou de phénomènes isolés. Ainsi, le dénommé Burt Miller, propriétaire du Miller Carnival, a rapporté que le samedi 7 juillet 1973, plusieurs de ses employés du carnaval et de la fête foraine locale, qui se produisaient ce soir-là en ville, avaient vu un monstre effrayant. Il lui rapporte avoir trouvé à 2 reprises au moins une créature difforme, ressemblant à un grand singe, se tenant debout près des poneys de la fête foraine, tous attachés derrière les camions de la fête foraine dans une zone herbeuse où ils pouvaient brouter à leur aise. La créature monstrueuse, dirent-ils, semblait s'intéresser aux poneys, et à chaque fois qu'il l'apercevait, un ouvrier courait chercher le patron. Mais à chaque fois, le monstre avait bel et bien disparu. Miller a déclaré qu'il avait d'abord hésité à signaler ses observations aux services de police locaux, de peur que cela ne détourne les gens de la fête foraine.
La créature ne réapparaîtra pas jusqu'au jeudi 8 novembre 1973. Ce jour-là, une étrange créature va apporter une véritable scène digne de la fête d'Halloween aux 10 000 citoyens de Murfreesboro. Et bien que le lutin soit jusqu'ici bienveillant, personne ici ne prend de risques. Beaucoup de gens se sont armés et bon nombre de familles, craignant Dieu et ses foudres, avaient décidé de réduire les traditionnelles tournées de friandises habituelles. On ne badine pas avec le danger. Les témoignages oculaires de ces premières rencontres à Murfreesboro ont amené plusieurs personnes à se demander si ces faits étaient là aussi directement liés au monstre d'Enfield ou si il s'agissait de toute autre chose. En tout cas, depuis le début des observations effectuées, sur plus de 6 mois donc, d'avril à novembre 1973, les avis divergent. Et c'est peut-être là tout le problème. Chaque personne avait sa propre expérience, son propre vécu. Certains ont vu l'animal, la bête, la créature, comme pouvant être un singe ou un primate anthropoïde, ressemblant à une sorte de Bigfoot. Soit, cela reste plausible. D'autres, au contraire, l'ont vu comme un monstre géant à 3 pattes, pouvant être, pourquoi pas, après tout, un grand kangourou échappé. D'autant que l'hypothèse du kangourou en liberté avait déjà été mise sur la table, souvenons-nous-en. D'autant que Henry McDaniel vouait un véritable culte au kangourou, quitte à traversier quelquefois la vérité et la science. On apprendra même, bien plus tard, que Henry McDaniel, un homme décidément excentrique, qui aimait apparemment les kangourous et en avait un comme animal de compagnie, est entré en possession d'un kangourou qui appartenait autrefois à une attraction animalière gérée par Alan Yorkshire à Elyria, dans l'État de l'Ohio. Est-ce qu'il aurait pu le voler ? C'est possible. Est-ce qu'il aurait pu acheter l'animal sans le savoir à une autre personne qu'il aurait elle-même déjà volé ? C'est aussi une possibilité ouverte. Poursuivons plus loin. L'hypothèse. Henry McDaniel, on saura qu'il adorait certes avoir le kangourou à ses côtés pendant quelques jours, pour le plaisir, mais a rapidement déchanté et découvert qu'il ne pourrait pas s'en occuper, ni le garder caché. Ceci expliquerait peut-être cela. Il n'existe cependant aucune preuve pour étayer cette hypothèse. Henry McDaniel n'a jamais été accusé d'autre chose que d'être un excentrique, ce qui n'est nullement punissable. Et selon les derniers dires, pour couronner le tout, le monstre dit de la station de pompage ressemblait beaucoup plus à un rat géant qu'à un kangourou ou un tout autre animal. Un seul phénomène similaire, constaté bien au-delà de l'année 1973, sera encore observé. Ce sera le samedi 19 juin 1976 par Ricky Kells, David Taylor et Russell Ward. Et quelques années plus tard, l'Université Western Illinois a publié une étude très sérieuse sur la contagion sociale en lien avec l'affaire du monstre d'Enfield. Pour les chercheurs universitaires, la contagion sociale étudiée dans ce riche document est la terminologie actuellement acceptée pour ce que nous appellerions péjorativement auparavant l'hystérie de masse. Toujours selon l'étude, la contagion sociale est une hypothèse selon laquelle, dans certaines conditions, des masses de personnes adoptent rapidement et unanimement des modèles de comportement intenses, inconscients et non rationnels. La contagion sociale ou hystérie collective est intéressante parce qu'elle force souvent les témoins oculaires à choisir entre affirmer que leur récit, difficile à croire, est vrai ou admettre qu'ils ont été emportés par une hystérie absurde. Si vous avez été témoin d'un ovni dans le ciel la nuit dernière et que vous étiez certain d'avoir vu un ovni,
Admettriez-vous volontiers, après tout, que vous aviez tort lorsque l'observation est expliquée de manière plausible aujourd'hui? Et si une personne exagérait légèrement ce qu'elle a vu, cette personne serait-elle alors moins susceptible d'admettre la vérité, car cela révélerait ses mensonges? Ce sont précisément des questions de ce type que nous devons nous poser lorsque nous évaluons la véracité et la motivation de rapports tels que ceux fournis sur les monstres d'Enfield, Big Mundy et Murphy Borough. Et ce récit ne serait pas totalement honnête si nous ne mentionnons pas que ce n'est pas la première fois qu'une ville du centre de l'Illinois est en proie à une hystérie collective. 30 ans plus tôt, juste en haut de la route, un gazier fou avait terrorisé la petite ville de Mantoun, dans l'Illinois. Il aurait prétendument eu l'habitude de se faufiler jusqu'à la fenêtre des maisons, surtout les chambres à coucher des femmes, et d'y lancer du gaz toxique pendant le sommeil de ces dernières. Malheureusement, aucune preuve crédible de l'existence d'un tel gazeur n'a jamais été trouvée. Et il s'agissait d'un cas que les experts ont qualifié, en ces temps déjà, d'hystérie collective, ou plutôt dans le langage actuel, de contagion sociale. Toute une génération de légendes urbaines a été engendrée lorsque d'autres observations ont suivi. Un folklore qui a démarré en 1973 et qui dure depuis plus de 50 ans maintenant. Dans ce scénario, la question de savoir ce qui a exactement hanté l'Illinois en 1973 relève d'une sorte d'explication hybride entre la contagion sociale et l'inconnu. La plupart des gens accordent du crédit aux observations ultérieures d'un monstre, tout en écartant les rapports originaux de Henry McDaniel. Et il est tout à fait possible que les rapports d'Henry McDaniel aient été des mensonges grossiers, et que certains des rapports ultérieurs aient été des observations réelles d'un animal mal identifié. Il serait facile de considérer l'ensemble de l'été 1973 de l'Enfield Monster comme une mauvaise histoire d'été, essentiellement en raison du manque de crédibilité du premier rapport. Mais il y a quelques faits épineux tout de même. Car certains témoignages sont plus précieux, plus réalistes que d'autres. Qu'ont réellement entendu Randy Neham, l'agent Nash et l'adjoint Scott hurler dans leur direction dans la nuit du mercredi 25 juin 1973. C'était réel, quoi que ce soit, et cela n'avait rien à voir avec Henry McDaniel. En conclusion, disons qu'il ne fait guère de doute que les gens ont vu et voient encore des choses étranges, parfois ici, parfois là, et s'en ouvrent aux autorités. Peu de cas ont été faits aussi de tous ces témoignages épars, isolés, sans lien entre eux, sans réelle véracité prouvée. Alors, le mystère du monstre d'Enfield restera vivant encore longtemps et continuera de hanter encore d'autres générations d'Américains. C'est la fin de cette étrange affaire. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.